Bonjour, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je n'ai pas de recette à partager avec vous, par contre on va parler et je vais partager mon expérience puisque c'est un sujet sur lequel je reçois très régulièrement des questions. J'avais fait une vidéo sur mon parcours que je remets par ici mais elle date d'il y a 3 ans, donc évidemment beaucoup de choses ont changé, notamment la naissance de ma société. Donc j'ai lancé une petite FAQ sur mon compte Instagram pour vous demander si vous aviez des questions à propos de mon parcours entrepreneurial et j'y répondrai en fin de vidéo. Pour le moment, je vais retracer mon parcours, je vais essayer de récapituler, d'être brève pour que la vidéo ne dure pas 3 heures, donc c'est parti. Donc moi, si vous ne me connaissez pas, je suis Amandine, coach sportive diplômée, j'ai 36 ans et je pense pouvoir dire avoir un parcours plutôt atypique. Donc pour recadrer, je vais pas trop entrer dans les détails, mais j'ai quitté le système scolaire assez tôt, après la seconde, parce que j'étais en rupture totale avec ma famille et avec le système scolaire tout simplement. Donc j'avais pas de difficultés, mais j'avais juste décidé de sortir de ce système. J'avais des impératifs de vie à ce moment-là qui demandaient que je puisse m'assumer un minimum. Donc, après la 3e, je suis partie en apprentissage. Alors, coup de bol parce qu'honnêtement, j'aurais pu tomber sur un apprentissage absolument pas épanouissant. Mais entre-temps, entre le moment où j'ai décidé d'arrêter les cours et le démarrage de cet apprentissage, j'ai trouvé une passion, mais littéralement une passion que vous voyez d'ailleurs derrière moi puisque c'est un des derniers vestiges de cette activité. Il s'agit de la sellerie. En fait, moi, j'ai baigné dans le cheval depuis ma plus tendre enfance. J'étais férue d'équitation, passionnée de chevaux, d'ailleurs plus passionnée de chevaux que d'équitation. J'y reviendrai peut-être un petit peu plus tard dans la vidéo où j'en reparlerai à un autre moment. Et le matériel, en fait, la fabrication d'équipements en cuir est quelque chose que j'ai découvert totalement par hasard en mettant les pieds dans une sellerie à Toulouse, parce qu'avant je ne connaissais que Decathlon et je suis absolument tombée amoureuse du métier. Donc les choses se sont quand même très bien concordées parce que c'est arrivé à un moment de flottement où j'étais en fin de cursus scolaire, où je savais que je n'allais pas retourner au lycée pour faire ma première et je suis tombée là-dessus. J'ai entamé toutes les démarches pour démarrer mon apprentissage. C'était pas facile parce qu'évidemment sellier harnacheur c'est pas un métier qui court les rues, donc je suis allée trouver une école à Cholet alors que j'habitais à Toulouse et un centre de formation à La Roche-sur-Yon. Donc j'ai passé 2 ans à faire la navette en train de nuit, truc qui n'existe plus il me semble à l'heure actuelle, mais voilà, c'était une incroyable expérience qui m'a énormément fait mûrir, forger. Alors effectivement j'ai trimballé à la suite de cette décision que j'ai prise donc très tôt dans ma vie beaucoup de complexes au niveau de ma scolarité, mais que finalement j'ai vite rattrapé et qui m'ont donné une faim, une soif plutôt d'apprentissage à l'heure actuelle qui font que j'ai largement rattrapé ce retard et que j'ai une envie d'apprendre continue qui m'aide énormément dans mon métier. Donc ça c'est absolument génial. Donc voilà, je suis partie pour 2 ans d'apprentissage jusqu'à ma majorité pour obtenir mon diplôme de sellier harnacheur qui m'a mené totalement à une voie sans issue puisque c'est un métier qui est très difficile de nos jours, c'est pas courant. Les grosses boîtes ont largement pris le monopole du marché, ce qui est tout à fait normal. Donc un petit artisan, honnêtement, en France à l'heure actuelle, surtout dans une niche comme la sellerie, c'est quand même très compliqué. Donc me voilà à 18 ans en perdition totale avec certes mon diplôme en poche, mais un maître d'apprentissage qui n'avait pas les moyens, puisque lui-même artisan, de m'employer en tant que salarié, et moi qui n'avais absolument pas le bagage pour monter ma propre entreprise et d'ailleurs ni la volonté. Donc je me retrouve à ce moment-là, alors toujours dans le cheval, à faire un petit peu de spectacle équestre d'ailleurs à l'époque, et puis j'ai par hasard découvert le fitness en mettant les pieds dans une salle de sport qui s'appelle Euphorie à Toulouse. Mais voilà, vraiment par hasard, porte ouverte, j'étais
en mode pas grand chose en fait, je savais pas où j'allais, je faisais des petits boulots en sellerie pour faire un petit peu de cash et je savais pas ce que j'allais faire. Donc voilà, les portes ouvertes ont fait que je me suis retrouvée dans cette salle de fitness n'étant absolument pas familière avec ce milieu-là. J'ai suivi un cours de body pump, donc faut m'imaginer avec une espèce de bas de pyjama, vous voyez, avec ma barre de body pump et je l'ai, bien sûr j'ai eu les courbatures les pires de ma vie, mais encore une fois j'ai eu un vrai coup de foudre et j'ai décidé très rapidement, donc déjà je me suis inscrite à la salle et j'ai décidé très rapidement de me préparer pour passer les tests d'entrée pour devenir coach. Alors il faut savoir qu'à l'époque, c'était en 2003, les tests d'entrée n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui, particulièrement pour le Krebs. Donc je me suis entraînée comme une acharnée de septembre à juin de l'année 2002-2003. Oh, ça remonte hein. Pour être prête pour passer les tests. Alors évidemment pour le brevet d'état il y avait quand même un niveau prérequis et je me suis également présentée à l'université Paul Sabatier à Toulouse pour prétendre à la formation DUST. Sauf que pour prétendre au DUST, normalement il faut avoir passé le bac et moi je n'avais pas le bac. Donc j'ai fait une validation d'acquis par expérience que j'ai validée. Je me suis tapé un gros tas de démarches administratives à faire, mais toujours est-il que mon dossier a été accepté. Je me suis présentée aux 2 concours pour le Krebs de Toulouse, donc brevet d'état des métiers de la forme, et à l'université Paul Sabatier pour le DUST des métiers de la forme. J'ai été prise dans les 2 et j'ai même eu la possibilité, j'ai même été acceptée, parce qu'à l'époque il y avait 2 formules pour le brevet d'état des métiers de la forme. Il y avait contrôle continu qui était une formation payante en continu, donc impossibilité d'avoir un boulot à côté par exemple, et il y avait la formation à l'époque en 2 ans en alternance qui maintenant est en 1 an, et j'étais acceptée aux 2 et en plus mon dossier est passé pour que cette formation soit financée, donc tout s'est hyper bien goupillé et j'ai été aussi acceptée à l'université Paul Sabatier. Sauf qu'à l'époque le brevet d'état des métiers de la forme était beaucoup plus reconnu dans les salles de fitness que le DUST, donc moi je me suis orientée vers le brevet d'état, en plus ayant le financement me permettant de me consacrer totalement pendant une année complète en contrôle continu à la formation. Donc voilà, génial. Je démarre ma formation en septembre, formation très intense hein, parce que c'était donc en contrôle continu. Honnêtement je pense que dans cette promotion et à l'époque sur ce format de formation, je crois qu'il y a quasiment pas de couples qui ont survécu, enfin on a tous fini avec les yeux qui clignotaient, en surmenage total, mais j'ai eu mon diplôme en 2004 et je suis extrêmement heureuse en plus d'avoir opté pour le Krebs et donc le passage de mon brevet d'état, parce que les profs à l'époque étaient absolument géniaux, j'ai énormément appris, ça m'a beaucoup forgé aussi parce que c'était une formation qui était très difficile. Et ensuite je me suis dit pourquoi ne pas tenter l'expérience parisienne, donc je suis remontée chez mes parents à côté de Paris pour travailler à Paris. Donc là me voilà partie pour 3 ans en tant que prof de fitness, plateau, cours collectif, enfin vraiment le contrat de base chez Club Med Gym et dans une autre salle indépendante qui s'appelait peut-être, parce que peut-être qu'elle a fermé, Enjoy by FKC et pas KFC, attention. J'ai fait 3 ans où honnêtement j'ai commencé à sérieusement tourner en rond assez rapidement et j'ai eu cette envie de créer mon entreprise en sellerie parce que j'avais quand même toujours ce bagage là qui était dans un coin de ma tête, une passion qui était donc inassouvie, une espèce de sentiment de non-achèvement. Donc j'ai arrêté mon métier de conseillère sportive en salle pour ouvrir mon entreprise. Et alors cette expérience a été, je pense, une des leçons les plus importantes de ma vie puisqu'elle a été un échec total. Alors, pourquoi? Pas parce que je n'avais pas de clients. Pas parce que je n'avais pas les compétences techniques, c'est-à-dire en termes de capacité de travail, mais parce qu'il y a énormément de choses que je n'avais pas du tout préparées, anticipées dans le processus d'une création d'entreprise. Et pourtant, j'ai suivi les formations alors attendez, c'était quoi? Le conseil général, le conseil régional, je me souviens plus très bien, mais j'ai suivi des formations de création d'entreprise. Mais il y a beaucoup de choses en fait qui demandent de la réflexion personnelle, de l'anticipation et la prise en compte de paramètres que j'avais totalement négligé, notamment le fait que effectivement j'allais avoir énormément de demandes mais que ma rentabilité était très mal calculée. Je croulais totalement sous les charges, j'avais effectivement un rendement qui était pas du tout rentable, c'est-à-dire que pour le temps que je passais à travailler, c'était absolument pas rentable et surtout pas concurrentiel, parce qu'à côté de ça il y avait des grosses marques qui elles travaillent de manière beaucoup plus automatisée, quasi industrielle, qui proposent des produits, des sels, des brides, etc. d'aussi bonne voire
voire meilleure qualité à des prix défiant toute concurrence. Donc voilà, je me suis heurtée à ça. Je me suis débattue pendant 2 ans avec cette entreprise qui ne me rapportait rien et pour laquelle je travaillais comme une damnée. J'ai dû prendre des petits boulots à côté et puis finalement avec le temps, l'épuisement, le découragement, j'ai arrêté, j'ai liquidé mon entreprise parce que je n'avais pas le choix. Et honnêtement, ça a été un coup dur parce que c'est extrêmement difficile de voir un projet comme ça s'évaporer avec des pertes énormes. Donc voilà, tristesse, honnêtement, pas facile à encaisser. J'ai eu un petit moment de flottement pendant quasiment 1 an où j'ai retravaillé dans le cheval, qui m'a d'ailleurs complètement écœurée du milieu parce que j'ai bossé dans des écuries et là il y avait beaucoup de choses déjà que je ne tolérais plus dans ce système d'exploitation équine qui m'ont vraiment encore plus sauté au visage, que j'ai encore plus subi. Et c'est à ce moment là d'ailleurs que j'ai décidé de totalement tirer un trait sur le monde équestre qui est pour moi une abomination éthique, hein. Je le dis, je vais certainement avoir des avis contraires, mais voilà, pour l'avoir vécu, pour avoir baigné dedans depuis toute petite, pour avoir travaillé dedans, je ne soutiens pas du tout l'exploitation équine. Et ça, je ne l'ai pas posé sur le dos de mon cheval depuis très très longtemps puisque mon cheval, ça fait très longtemps que je ne monte plus dessus, que je ne l'emmerde pas avec ça et qu'il est au pré, peinard, tranquille, et ce sera comme ça jusqu'à la fin de ses jours. Voilà, ça c'était la parenthèse équestre. Et donc voilà, au bout d'un moment, évidemment, à force de tourner en rond dans le milieu du cheval, là, pendant cette petite année post-faillite d'entreprise, je me suis dit, bon, j'ai un potentiel, j'ai un diplôme dans le milieu du fitness, là il va falloir que je m'en serve parce que sinon je vais nulle part. Et là, j'ai tout simplement postulé dans plein de salles autour et dans Paris, et j'ai été approchée par plusieurs d'entre elles, dont Fitness First à l'époque, qui était donc l'ancêtre de Health City, qui m'a contactée parce qu'ils étaient à la recherche d'une responsable fitness pour un de leurs clubs, le 16e, le Fitness First du 16e, donc Paris-La-Fontaine. Et écoutez, moi c'était quand même une super opportunité de pouvoir reprendre le métier après 3 ans, du coup, directement avec un statut de responsable d'équipe fitness. Donc évidemment, j'ai passé l'entretien, j'ai été prise, j'ai accepté, et je me suis retrouvée donc sur un club. Alors là, encore une fois, ça a beaucoup forgé mon expérience puisque tout était à faire en termes de gestion d'équipe fitness. Il fallait aussi assurer les cours, les plannings, etc. Et c'était, encore une fois, je n'avais pas l'expérience pour, j'ai pas du tout été encadrée pour. Donc ça a été une expérience absolument épuisante, mais très riche en enseignement. Donc voilà, j'ai fait ça pendant quasiment 1 année et je suis ensuite passée à mon compte puisque bon, ça commençait quand même à germer dans ma tête malgré l'expérience très très marquante de cet échec de ma première entreprise. Il y a une chose quand même qui s'est dessinée au fur et à mesure des années, c'est que je n'étais pas faite pour être employée. C'est une subordination que j'avais du mal à accepter. Puis finalement, quand on pense à mon parcours scolaire, enfin moi maintenant rétrospectivement quand j'y pense, je me rends compte que c'est aussi ce qui m'a mise en rupture à l'époque au lycée. Voilà, j'ai toujours eu un problème de hiérarchie, j'ai toujours été très indépendante, très autonome. La prise de risque ne m'a jamais fait peur et c'est ce qui fait que je suis entrepreneuse encore aujourd'hui. Donc je suis passée à mon compte en tant que coach indépendante. À l'époque, je suis passée sur un autre Fitness First qui était dans le 91. Alors je donnais toujours des cours en indépendante en parallèle et puis j'ai commencé à me faire ma clientèle tout en continuant à donner des cours parce que j'aimais beaucoup ça. Donc plein de cours collectifs différents. C'est pour ça quand vous me demandez comment je fais pour créer mes séances, bah c'est mon métier en fait. J'ai fait des années, j'ai donné des cours freestyle pendant des années, donc je sais composer très facilement des séances, que ce soit renforcement musculaire, assouplissement, à l'époque chorégraphie, même Zumba, et puis ensuite tous les cours Les Mills qui ont pas mal diversifié ma palette de cours. Donc voilà, j'ai eu cette activité mixte, cours collectifs et coaching privé. Directement en profession libérale, je ne suis pas passée par le statut de auto-entrepreneur ni de micro-entreprise parce que j'ai été bien avisée par un comptable qui était spécialisé en la matière. Donc ça m'a permis vraiment d'avoir le meilleur statut possible en tant qu'indépendante par rapport à mon activité. Et ça c'est vraiment très très chouette parce que pour le coup, j'ai pas du tout fait les mêmes erreurs que lors de ma première création d'entreprise. Donc j'ai fait ça pendant... J'arrive plus trop à resituer les dates, mais de 2010 peut-être à 2013, quelque chose comme ça. Ouais, j'ai dû faire ça pendant 3 ans, donc dans le 91, c'était à Sainte-Geneviève-des-Bois. Entre temps, il y a eu le changement, donc passage Fitness First à Health City. Et là, encore une fois, je me suis dit, bon,
qu'est-ce que je peux faire pour progresser, pour continuer à m'épanouir dans mon métier, pour me développer. Et deux choses se sont présentées. C'est déjà le fait que je voulais apprendre à parler anglais parce que je trouvais que c'était une lacune que j'avais, que je voulais combler. Et je voulais évidemment développer davantage ma clientèle dans un club un petit peu plus haut de gamme. Donc en fait, je me suis présentée aux Champs-Élysées, évidemment, hein, parce que bon. Donc j'ai postulé au Hell City des Champs-Élysées et à l'époque, ce Hell City là, en tant que coach, c'était un petit peu le Graal quand on voulait être coach indépendant et avoir une bonne clientèle. Donc j'ai postulé, j'ai été acceptée et donc me voilà démarrant mon activité, donc une nouvelle clientèle, une nouvelle activité sur le Hell City des Champs-Élysées. Donc en fait, quand on est coach indépendant dans une salle, enfin en tout cas à l'époque chez Hell City, on paye un loyer, on paye un gros loyer. Par contre, après, on est totalement libre de la gestion de sa clientèle en coaching, de son activité. Donc moi, c'était une indépendance qui me convenait absolument parfaitement. Alors certes, c'était très intimidant parce que moi, j'arrivais de mon petit Hell City de Sainte-Geneviève-des-Bois sur les Champs-Élysées avec des coachs déjà très bien établis, une clientèle quand même très particulière, très anglophone aussi. Donc ça, c'était très bien pour moi, sauf qu'il fallait que je me lance quand même. Et moi, je parlais pas un mot d'anglais, hein, imaginez bien, en ayant arrêté après la seconde, clairement, à part dire hello, goodbye, thank you very much, je ne disais pas grand chose d'autre. Donc voilà, gros challenge et ça a fonctionné. J'ai construit petit à petit ma clientèle j'ai exercé mon activité pendant 3 ans, il me semble, sur le club des Champs-Élysées. Voilà, ça a très bien fonctionné, ça a été encore une fois une des meilleures expériences de ma vie. Alors humaine aussi parce qu'en plus l'équipe était absolument géniale. J'ai rencontré des personnes qui me sont encore aujourd'hui très cher et d'ailleurs il y en a que vous connaissez, notamment Thomas avec qui j'ai fait plusieurs vidéos, qui lui maintenant est coach à Vendôme chez R2. Donc voilà, très grosse expérience. Premier client anglophone, je ne vous dis pas comme j'avais la pétoche de parler, surtout devant mes collègues coachs qui étaient tous quasiment bilingues. Et moi j'osais pas parler au début, c'était terrible. Et puis j'ai pas eu de choix en fait. Tout simplement, il a fallu que je m'y mette, il a fallu que je pratique. Je suis tombée sur des clients en plus super sympas. Alors l'avantage c'est que j'ai quand même construit une clientèle avec qui j'ai développé des liens au fil des années. Donc j'avais très peu de turnover, donc beaucoup de personnes avec qui en tout cas je me suis sentie suffisamment à l'aise pour pouvoir avoir des failles notamment en anglais et que ça passe très bien. Et c'est comme ça que j'ai appris. Et au fur et à mesure, j'ai eu beaucoup d'opportunités de clientèle, notamment du Moyen-Orient, donc anglophone aussi. Et d'ailleurs c'est ce qui m'a amené au fur et à mesure à voyager, à être beaucoup moins souvent sur le club et beaucoup plus en déplacement. D'ailleurs c'est ce que vous voyez dans les vlogs de ma première, même deuxième année de chaîne YouTube, où je suis beaucoup à l'étranger parce qu'en fait je travaille en tant que coach privé pour des familles issues du bouche à oreille. En fait, je coach une personne depuis 1 an, 2 ans qui en parle à son cousin, à sa femme, etc. Et c'est comme ça en fait que je me suis retrouvée avec une clientèle très variée et notamment hors France, donc à l'étranger, et ce qui m'a amené à beaucoup voyager. Donc extraordinaire expérience professionnelle, personnelle aussi, et ça m'a permis au fur et à mesure d'envisager la suite, parce que j'étais arrivée à un stade où effectivement je ne pouvais prendre plus personne en coaching, ma capacité de coaching était complète, donc honnêtement je voyais pas comment je pouvais continuer à évoluer, parce que je ne me voyais pas non plus proposer des prix absolument hallucinants ou des taux horaires de coaching absolument dingues. J'étais déjà arrivée à un niveau vraiment très satisfaisant et je voulais continuer, et surtout j'avais une énorme frustration qui s'est développée au fur et à mesure des années de coaching, parce que du coup j'ai coaché pendant un bon bout de temps. C'est le fait que ce que je partageais, mes connaissances, ma passion, avait une portée très limitée à la seule personne que je coachais. Donc il y avait déjà ça, j'avais cette envie de pouvoir beaucoup plus partager à grande échelle le résultat de mes apprentissages, et surtout une volonté de rendre ça accessible, compréhensible, parce que c'est ce que j'arrivais à faire et à transmettre très facilement avec les personnes que j'avais en coaching privé. Donc avec cette frustration là, et le fait aussi que malheureusement quand on est coach privé, on assiste beaucoup les personnes, et moi mon problème récurrent c'est que les personnes que j'avais en coaching, dès que je partais, elles n'étaient pas capables de continuer à se prendre en main elles-mêmes. Donc
Les personnes que je coachais à l'étranger, dès que je les laissais, je savais que le fruit de mon travail allait tomber en désuétude très rapidement. Et quand je partais coacher à l'étranger, je savais que le fruit de notre travail commun en coaching avec les personnes que je coachais allait lui aussi complètement s'étioler et qu'on allait devoir repartir avec en reculant en fait, en faisant marche arrière dans quasiment 100% des cas. Donc ça, c'est une grosse frustration que j'ai développée parce que ce qui me motive en fait dans ce travail en tant que coach et ce qui me passionne, c'est de permettre d'apporter des outils à chacun pour qu'il se développe. Mais du coup, si le métier ne consiste qu'à assister une personne un petit peu comme une béquille et puis que finalement il n'y a rien qui tienne quand la béquille est retirée, moi ça me convenait plus en fait. Donc au fur et à mesure, j'ai commencé à construire un projet numérique dans ma tête. Alors je n'étais pas du tout adepte des réseaux sociaux, j'avais déjà plus de 30 ans, je n'utilisais pas ou très peu les réseaux sociaux, mais effectivement j'ai vite compris qu'il fallait que j'en fasse un moyen de communication et de partage pour pouvoir me permettre de construire la suite de mon projet professionnel. Donc voilà, j'ai construit ça pendant encore une fois les premières années de ma chaîne YouTube. Les vlogs que je partage à l'étranger, je suis déjà en train de travailler sur ce projet en parallèle et j'ai monté mon premier site il y a peut-être 3 ans et demi avec mon premier cookbook, peut-être même 4 ans maintenant. Commence à dater quand même, 36 ans, ça en fait des années. Et évidemment, je me suis heurtée à beaucoup de problèmes, notamment le fait de ne rien y connaître d'un point de vue digital, d'un point de vue marketing. Donc j'ai beaucoup tâtonné, utilisé des systèmes, fait confiance à des personnes qui ne m'ont pas apporté de solution ou des systèmes qui fonctionnaient très mal. Donc bon, ça a un peu vivoté. Moi, je continuais à bosser à temps plein avec ma clientèle, évidemment, de plus en plus à l'étranger d'ailleurs, et à domicile, puisque au fur et à mesure, n'étant de moins en moins fixe, j'ai quitté les Champs-Élysées pour avoir beaucoup plus de liberté, notamment géographique. Et finalement, j'ai fait la rencontre d'une personne beaucoup plus qualifiée en la matière et motivée qui, elle, m'a permis d'établir tout le système que vous voyez maintenant, qui m'a permis de mettre au grand jour en fait mes capacités, de les proposer sous forme numérique et enfin d'en faire une activité viable. Et ça, c'est important parce que on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, et qu'entretenir des réseaux sociaux, ça prend un temps monstrueux, que créer du contenu, c'est monstrueux. Les études, les recherches qui sont nécessaires pour continuer à proposer du contenu actuel, utile, ça prend beaucoup de temps. Donc tout ça, ça a commencé à prendre de plus en plus de temps, qui fait que j'ai dû au fur et à mesure diminuer jusqu'à arrêter mes coachings. Donc quand j'ai dû prendre la décision d'arrêter complètement de coacher pour me consacrer à 100% à mon activité en ligne, ça a été un gros risque parce que c'est pas évident. Encore une fois, on enlève une béquille financière et puis on se jette dans le grand bain. Mais voilà, cette période de transition m'a permis en fait de ne pas avoir à emprunter d'argent pour créer mon activité numérique et de pouvoir gérer à la fois des revenus qui me permettaient de vivre et qui me permettaient à côté de travailler sur toute la création de mes produits numériques que vous retrouvez maintenant sur mon site. Donc voilà. En termes de statut, au début j'étais toujours en profession libérale, donc il a fallu que je régularise ça assez rapidement parce que j'ai commencé à proposer des produits en ligne qui sont plus relatifs à du commerce, donc il a fallu que je passe en société, et c'est là donc que j'ai créé la société, le URL, parce que ça vous me l'avez beaucoup demandé, French Fitness Lab. Donc ça c'était il y a presque 2 ans. Donc je suis passée en société, j'ai maintenant cette société avec plusieurs personnes, alors des prestataires, je n'ai pas d'employés parce que je n'ai pas encore les moyens de dégager un salaire et les charges qui vont avec pour une personne, mais par contre je travaille avec beaucoup de prestataires différents qui permettent d'assurer à la fois le fonctionnement du site, le montage des vidéos que je ne peux plus faire puisque je n'ai plus le temps, le design, tout ce qui est graphisme. J'ai aussi une personne en community management maintenant qui m'aide à beaucoup mieux gérer mes réseaux sociaux parce que ça devenait absolument ingérable. En fait, je pense qu'on ne se rend pas compte quand on est derrière son écran à quel point c'est chronophage en fait de créer du contenu, de répondre aux commentaires, d'être présent sur toutes les plateformes différentes. Donc moi à l'heure actuelle j'ai 2 chaînes YouTube, j'ai mon compte Instagram, j'ai ma page Facebook, j'ai le groupe privé Facebook. Ça c'est juste les réseaux sociaux, donc avec les commentaires, les messages, le contenu à créer. Mais à côté j'ai mon activité
qui elle est destinée à me faire vivre, à faire vivre mon entreprise. Donc c'est hyper chronophage. Donc voilà, je me retrouve là maintenant avec plusieurs personnes qui travaillent avec moi, une entreprise qui se développe et beaucoup de projets pour la suite, toujours dans le partage puisque je veux vraiment continuer à mettre à disposition, que ce soit d'une manière gratuite sur tous les supports que je viens de citer ou d'une manière payante pour aller plus loin et pour me permettre tout simplement de vivre, de continuer à étudier et de continuer à vous proposer du contenu de qualité à jour. Donc voilà, je vais continuer pour l'instant dans cette voie-là. Évidemment à long terme, j'ai des projets un petit peu différents, notamment l'écriture. Je suis actuellement en pleine étude de naturopathie, donc pour devenir naturopathe certifiée, pas pour m'établir dans un cabinet, mais encore une fois pour pouvoir proposer davantage de contenu qui soit utile au bien-être de chacun. Parce que moi, ce qui m'a motivée à créer tout ça, à prendre tous ces risques, et ça j'en parlerai un petit peu plus là dans la FAQ qui arrive dans quelques secondes, c'est cette passion pour le partage que j'ai. C'est-à-dire que ce que j'apprends, une de mes meilleures capacités en fait, c'est de le mettre à disposition, de le vulgariser, de le rendre accessible et utile. Et ça, c'est ce qui me motive, c'est ce qui me fait bosser 7 jours sur 7 avec beaucoup de pression, beaucoup de charges, pas de sécurité, mais en aimant ça et en me sentant parfaitement épanouie. Donc évidemment, je vais continuer dans cette voie-là, en enrichissant toujours plus mes connaissances pour pouvoir les partager avec vous au travers de différents moyens que je vais continuer à développer pour que vous ayez des outils qui soient vraiment utiles et qui vous apportent et qui vous permettent de vous prendre en main, de prendre votre bien-être en main, de prendre votre forme, votre santé en main. Voilà, ça c'est vraiment mon leitmotiv principal et c'est ce qui a donné naissance à la société French Fitness Lab qui, je le souhaite, va continuer à se développer. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, avec une rupture scolaire et un CAP, eh ben on peut aller loin, on peut avoir de l'ambition, on peut se développer, on peut s'épanouir. Par contre, il faut le vouloir, il faut avoir une idée précise de ce qu'on veut, il faut surtout faire ce qu'on aime. Et ça, c'est important parce que je pense que faire quelque chose dans l'entrepreneuriat que l'on fait pour des motivations qui ne sont pas valables, que l'on ne fait pas par passion, que l'on fait juste par facilité, ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu en coaching et j'ai vu beaucoup de coachs se casser la gueule justement parce qu'ils n'avaient pas des bonnes motivations. Voilà, c'est vraiment un des moteurs et un des facteurs de réussite à long terme d'une entreprise. De faire ce qu'on aime, de savoir pourquoi on le fait et de vraiment rester dans cette voie-là. Après, il y a tout l'aspect technique auquel je vais répondre d'ailleurs pendant la FAQ. Je suis désolée, cette vidéo dure 4 ans de long, c'est pas possible. Bon allez, c'est parti. Je prends mon petit téléphone, j'ai noté vos questions et je vais essayer d'y répondre vite. En même temps, je pense que finalement, ça n'est pas plus mal que cette vidéo soit longue parce que ça permet de faire un gros point. Alors, ce que j'ai oublié de préciser quand même, c'est que donc j'ai obtenu mon brevet d'état des métiers de la forme en 2004 et qu'après, je n'ai cessé de me former jusqu'à encore à l'heure actuelle puisque je suis en formation de naturopathie et je continuerai à étudier, je continuerai à me former parce que c'est très important. Donc je me suis formée évidemment dans beaucoup de domaines différents qui touchent à l'entraînement, que ce soit l'entraînement fonctionnel, le pilate, la prise en charge prénatale, l'entraînement des seniors et beaucoup d'autres domaines, en nutrition également. J'ai aussi beaucoup étudié, recherché de mon côté et maintenant je continue toujours mes recherches personnelles et la formation de naturopathie. Bon allez, c'est parti, ça c'était pour ce point parce qu'on me demande toujours quelles sont mes formations, quelles sont mes études. Ben, maintenant vous avez un petit peu plus d'idées déjà. Donc, Nuria qui me demande en quoi consiste ton quotidien de travail. Alors ça c'est intéressant parce que ça peut paraître assez flou. Donc moi en fait chaque jour, en fait la veille, je prépare ma liste de tâches pour le lendemain que je dispatche entre les réseaux sociaux pour lesquels je travaille main dans la main avec ma community manager, entre la création de contenu, donc j'ai tout un planning pour mes vidéos YouTube puisque maintenant je suis à 10 vidéos YouTube par mois entre ma chaîne fitness et ma chaîne personnelle, la création de contenu Instagram et l'étude, la recherche, ça j'y consacre au moins 1 à 2 heures par jour, c'est indispensable, et la création de contenu pour mon entreprise. Donc ça, selon les journées, selon mon planning, selon que j'ai des filmings aussi parce que je travaille toujours en tant que présenteur pour Basic Fit
selon le contenu que j'ai à poster, ça va être différent d'un jour à l'autre. Et à côté de ça, il y a évidemment la partie administrative, réponse aux mails, préparation de la comptabilité, etc. pour lequel je consacre une petite fenêtre de temps dédiée chaque jour. Ça, c'est très important, notamment pour ne pas laisser ce genre de démarche, de choses s'accumuler. Titi Granel qui me dit pourquoi avoir arrêté le coaching en live. Alors effectivement, et ça je vous l'avoue, avoir une société, c'est beaucoup moins confortable et moins rentable que de faire du coaching privé, surtout avec la clientèle que j'avais. Mais c'est mon projet, c'est mon bébé et je veux le développer. Donc il a fallu que je quitte ce confort, mais vraiment confort extrême, pour me lancer dans ce projet qui m'épanouit, dans lequel je m'épanouis, mais par contre qui ne me permet plus, je n'ai plus du tout un emploi du temps qui me permet de coacher qui que ce soit en privé. J'ai vraiment essayé de garder jusqu'au dernier moment les personnes auxquelles j'étais les plus attachée, mais il y a un moment je ne pouvais plus parce que chacune de mes journées est très bien organisée et très remplie et je ne peux pas me permettre en fait de faire un aller-retour pour aller coacher une personne malheureusement. Fancy Fanny Fit qui me demande en combien de temps as-tu réalisé une si grande communauté Instagram? Alors c'est vrai que par rapport à mes objectifs je ne la trouve pas si grande et en fait avec le recul je me rends compte et surtout avec le degré d'engagement que vous avez, dont vous faites preuve, et ça c'est extraordinaire parce que je me rends compte que la communauté qui s'est construite autour de moi, parce que c'est vous qui êtes venu à moi, elle est constituée de personnes qui sont vraiment engagées, qui sont vraiment intéressées. C'est-à-dire que moi quand je lis mes commentaires, j'ai très peu de likes, genre des petits pouces, des emojis ou des very nice, et ça c'est génial. Vous me répondez, vous réfléchissez avec moi. Donc en fait cette communauté, elle est gigantesque par sa qualité et d'ailleurs je suis même très heureuse que d'un point de vue numéraire elle ne soit pas beaucoup plus grande parce que sinon ça m'empêcherait moi d'avoir ce lien avec vous, ça deviendrait beaucoup moins gérable parce que là je suis vraiment limite mais je peux encore avoir cette interaction avec vous au quotidien et c'est vraiment très important ce facteur humain et ce répondant, cet intérêt, cet engagement que vous avez vis-à-vis de ce que je vous propose. Donc ça par contre ça a pris du temps, moi j'ai pas explosé, au début c'était mon rêve hein. Je cherchais tous les moyens d'exploser sur Instagram, d'avoir 100 000 followers, c'était vraiment mon truc en ligne de mire et puis je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas moi quoi. Faire du tape à l'œil, faire des solutions miracles, faire de l'ultra vulgarisation, c'était pas mon truc. Moi j'ai besoin quand même de proposer du contenu un petit peu fouillé, un peu recherché et de m'adresser à des personnes du coup qui sont réceptives, qui vont pousser la réflexion plus loin que comment avoir des tablettes de chocolat en 5 minutes par exemple, qui vont penser à leur bien-être d'une manière beaucoup plus globale que juste leur silhouette. Donc ça a pris du temps, ça a pris des années. Du coup Instagram, j'ai commencé à l'utiliser, en tout cas mes réseaux, j'ai commencé à avoir cette optique de développement il y a plus de 3 ans maintenant. Donc voilà, ça donne une bonne idée du coup. Et c'est du travail quotidien. Moi je poste 5 à 6 fois par semaine et c'est énormément de travail. Bon, je suis désolée, j'espère que vous avez pris quelque chose à manger ou un bon café pour suivre cette vidéo. Bon, Lily Smile qui demande qu'est-ce qui est le plus important pour toi professionnellement? Le trouves-tu dans ta façon d'exercer? Oui, totalement, et c'est pour ça que je fais ça. Malgré une insécurité totale, beaucoup de responsabilités, beaucoup de pression qu'il a fallu que j'apprenne à gérer, et pour ça le yoga m'aide énormément, et pas dans sa pratique physique, mais vraiment dans son étude, dans la réflexion, le développement personnel que le yoga induit. Donc ça m'a sauvée parce que j'étais en train de me laisser bouffer par le stress, par la pression permanente, par le sentiment d'être constamment débordée. Et maintenant là depuis 1 an j'arrive à gérer ça beaucoup mieux et ça m'a sauvé la vie. Mais le plus important, comme j'ai dit précédemment, c'est vraiment de transmettre et d'avoir cet échange, de me rendre compte que ce que je partage est utilisé et est utile et aide des personnes à mieux manger, à se réconcilier avec leur alimentation, avec leur image, à mieux bouger, à se dépasser, à se surprendre. Ça c'est quelque chose qui n'a absolument pas de prix et c'est ce qui me poussera à continuer toute ma vie à faire ce que je fais et à développer pour pouvoir encore plus aider de personnes par tous les moyens possibles que je peux avoir à disposition. Justement, on retrouve la même question chez Manu06 qui me dit: es-tu encore épanouie dans ce que tu fais? As-tu des perspectives d'évolution selon toi? Oui, j'ai énormément de perspectives. Je vais pas vous les développer maintenant parce que j'ai une timeline déjà tellement longue que la vidéo durerait beaucoup trop longtemps, déjà qu'elle est beaucoup trop longue. Donc je vous en parlerai au fur et à mesure, mais oui, j'ai des perspectives
perspectives, je suis motivée tous les jours, même en étant fatiguée. Il y a aucun moment où je me dis je me fais chier dans ce que je fais. Non, il y a beaucoup de moments où je me dis c'est dur. Il y a des moments où je suis épuisée, où j'ai l'impression que je fais jamais assez, mais par contre je suis toujours épanouie, ça c'est clair. As-tu fait des études liées à l'entrepreneuriat de façon précise ou autre pour ce projet? Eh ben non, justement, moi mon étude ça a été ma première expérience catastrophique, enfin bon qui n'était pas tant que ça non plus, je m'en suis très bien remise, mais donc ce premier échec lui a été très riche en enseignements. Et par contre, non, je n'ai pas fait d'études liées à l'entrepreneuriat. Alors j'ai essayé d'être la mieux entourée possible, notamment dans la création de ma société. Là je me rends compte, parce que j'atteins un petit peu un point charnière où ma société commence à se développer et à être soumise à vraiment beaucoup de charges, que mon statut n'est peut-être pas le plus adapté et que notamment le cabinet comptable auquel j'ai fait appel ne m'a pas forcément orientée vers les meilleurs choix. Donc là, je suis en train de prévoir, et c'est proportionnel au développement de mon activité, c'est tout à fait normal, mais de prévoir de m'entourer d'autres professionnels qui vont vraiment m'aider à définir le meilleur statut pour la suite et le développement de mon entreprise. Mais effectivement, il y a des expertises qu'on ne peut pas avoir, mais pour lesquelles il faut s'entourer. Et ça, c'est une leçon que je suis en train d'apprendre maintenant, c'est qu'il faut savoir s'entourer de personnes compétentes pour pouvoir mener son projet à bien. C'est vraiment très important. Clotilde Détexier qui me dit coucou, as-tu eu des doutes avant, pendant et encore maintenant? Oui, alors non, j'ai eu peur en fait. J'ai eu peur de me dire que j'étais trop vieille parce que j'ai mis du temps avant finalement de me trouver moi-même dans ce que je partageais. J'ai eu peur de toujours être dans cet état-là de fatigue, d'épuisement, de stress permanent. Donc ça évidemment, comme je l'ai dit juste avant, le yoga m'y aide énormément. J'ai eu peur de pas être assez compétente, de pas faire assez bien, de pas assez savoir. Donc ouais, bien sûr, j'ai eu des doutes. J'ai eu des doutes dans mes moments d'épuisement surtout, où j'avais l'impression que les journées étaient jamais assez longues, que je devais tout gérer toute seule. Alors ça, en m'entourant, ça m'a beaucoup aidé, même s'il faut du temps pour créer une équipe, créer un bon partenariat avec les personnes avec lesquelles on travaille pour que ça fonctionne et pour au fur et à mesure pouvoir s'appuyer plus sur ces personnes, compter sur leurs compétences. Il m'est arrivé au début de me planter de personnes, il m'est arrivé beaucoup de me planter de personnes, j'ai perdu beaucoup d'argent, j'ai perdu du temps. Donc oui, pendant ces moments-là, j'ai eu des doutes. Là encore, à l'heure actuelle, très récemment, j'ai eu des doutes parce que je me suis dit mais c'est pas possible en fait d'avoir une petite entreprise en France qui fonctionne bien. C'est quand même hyper casse-gueule parce que les charges sont monstrueuses, donc ça aboutit à des choix pour l'année prochaine, notamment en termes d'entourage professionnel qui vont être différents. Donc oui, bien sûr, en fait, il y a quelque chose, et ça, pour toute personne qui veut entamer une démarche entrepreneuriale, après, quel est son projet, sa passion, sa stratégie, c'est bien, mais il faut aussi se dire, parce qu'on se dit souvent, ouais, c'est dur au début, et puis après, c'est un long fleuve tranquille, ça tourne bien. Non, plus l'entreprise grandit, plus les challenges, les épreuves se présentent. C'est proportionnel à la taille d'une entreprise et c'est tout à fait normal. Donc être chef d'entreprise, c'est avoir des épaules et être prêt à assumer ça. Voilà, on n'est pas employé, on est chef d'entreprise. Donc effectivement, c'est énormément de responsabilités, c'est énormément de pression et tout réside dans le fait de savoir la gérer et encore une fois, de s'entourer le plus tôt possible des bonnes personnes. Ah, alors, pas tout à fait en rapport avec la création d'entreprise, mais plus mon activité sur les réseaux. Pasca Life demande le plus souvent, c'est toi qui démarches les marques ou l'inverse? Alors non, parce que moi je n'ai pas utilisé mes réseaux, je les ai pas envisagés comme bannière publicitaire. Je n'ai jamais voulu vivre de mes réseaux, notamment par le biais de posts sponsorisés, de vidéos YouTube sponsorisées. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'à l'heure actuelle, là je vais faire un partenariat avec Casidomi. Je ne suis pas rémunérée pour faire la vidéo que vous allez bientôt voir sur cette même chaîne. D'ailleurs la prochaine vidéo. Je ne veux pas en fait, c'est-à-dire que je travaille avec des marques en lesquelles je crois. Casidomi et Coro, les deux marques alimentaires avec lesquelles je travaille, enfin alimentaire plus pour Casidomi, sont des marques chez lesquelles j'ai énormément apprécié la démarche, le concept, les produits proposés. Donc c'est pas forcément quelque chose de rentable pour mon activité qui n'a rien à voir avec les partenariats. Mon activité principale, c'est les solutions numériques que je propose. Mais par contre, effectivement, c'est un bon
d'échange qui me permet moi d'avoir accès à des ingrédients pour les proposer après dans mes vidéos, développer de nouvelles recettes et de travailler avec des marques dont encore une fois j'adore le concept. Donc voilà, c'est des projets intéressants qui vont certainement se développer dans le futur. En tout cas moi c'est une volonté que j'ai, alors je ne sais pas avec qui, je ne sais pas comment, mais voilà, en tout cas tout ça pour dire que non, je ne suis jamais allée démarcher les marques, ce sont elles qui sont venues me chercher. Fortrainer c'est pareil, c'est une marque extraordinaire d'un point de vue humain que je veux soutenir dans son activité parce que déjà c'est une marque française, encore une fois qui a un fonctionnement humain vraiment génial et qui propose en plus de très très bons équipements, mais voilà, ça n'est pas du tout une démarche moi que j'ai ou que je fais par intérêt pécunier, voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs que je ne ferai pas a priori, à moins encore une fois que la marque me parle énormément, mais de partenariat pour des suppléments. Je l'ai fait avec Bulk pendant des années et puis j'ai arrêté parce que je me suis rendu compte que ça ne me correspondait plus, mais voilà, je suis contactée tous les jours par des marques de suppléments, par des marques de fringues, etc. Vous verrez pas ça sur mes réseaux parce que ça n'est pas du tout le sujet. Oh là là, c'était long comme réponse. Ellie demande quel est selon toi l'investissement le plus important comme compta? Bah tout en fait, tout ce qui permet à l'activité dans sa globalité de fonctionner. Un investissement important, c'est un investissement qui va être bénéfique à l'entreprise et qui va permettre moi de me décharger pour que mon principal atout de travail soit exploité totalement. Parce qu'effectivement, si je passe mes journées à faire des choses très secondaires par rapport à mes compétences premières, bah finalement, je gaspille un petit peu mon temps, alors que d'autres mieux qualifiés qui travaillent plus vite pourraient le faire. Donc, les montages vidéo, c'est la décision que j'ai prise, c'est ce que j'ai fait. En community management, il y a plein de choses que j'ai pu déléguer, sur lesquelles je peux travailler pour mieux gérer mes réseaux, ma communication. Ça m'a permis aussi de beaucoup plus me trouver, de partager du contenu qui me correspond beaucoup plus. Donc ça, c'est des choses que moi je perdais beaucoup de temps à rechercher, et puis ça m'a permis aussi de beaucoup plus organiser mes posts. Donc voilà, tout ça, ça m'a permis de gagner du temps. Évidemment, quand on veut avoir un système en ligne, un commerce en ligne, il faut absolument avoir une personne capable de gérer les outils efficaces à l'heure actuelle, et ça c'est très important. Donc évidemment une personne compétente, comptabilité hyper important, et évidemment quand on a une entreprise qui se développe, avoir les conseils d'un avocat, d'un fiscaliste sont des choses qui sont importantes à envisager, que je n'avais pas besoin d'envisager quand j'étais en profession libérale, mais maintenant dont je commence à avoir beaucoup besoin. Donc en fait, tout ce qui est bénéfique à l'objectif de l'entreprise, qui ne découle pas de notre domaine de compétences, qui moi est à la base le fait de partager du contenu, bah il est important de s'entourer des personnes qui sont compétentes en chacun de ces domaines. Charlène Bourget, les inconvénients d'être entrepreneur. Pas de sécurité, pas de congés payés, des charges sociales énormes à payer puisqu'elles ne sont pas ponctionnées sur un salaire net que l'on reçoit, énormément de responsabilités. Le fait d'être capable de driver correctement les personnes avec lesquelles on travaille pour que le développement de l'entreprise soit cohérent, homogène, et puis ne pas avoir peur de travailler. Voilà. Avoir une passion pour ce qu'on fait et toujours être investi, toujours être impliqué. Donc des fois c'est fatigant. Moi je travaille tout le temps en fait, c'est du travail 7 jours sur 7, du réveil au coucher. Mais voilà, ça fait partie du métier. Donc ce sont des inconvénients, c'est clair. Des fois j'en ai marre, j'ai envie de pouvoir tout couper et je ne peux pas. Même quand je coupe tout, j'ai quand même mon cerveau qui est en train de penser à des contenus futurs, des projets futurs, etc. Donc c'est impossible. Mais voilà, c'est normal, ça va avec. À côté de ça, il y a une liberté extraordinaire et surtout l'immense satisfaction de créer quelque chose, de développer quelque chose et d'être en épanouissement permanent. Alors justement, question sur mes statuts, en quoi t'es-tu déclaré micro-entreprise SARL? Donc comme je disais, je suis en EURL pour le moment. Sourire et Santé qui me demande quelle formation de naturopathie suis-tu et est-ce dans un but professionnel? Alors, je suis une formation certifiante de naturopathie via l'organisme de formation à distance Be Academy. C'est une formation longue. Moi, je pense qu'étant donné le temps dont je dispose et que je peux y consacrer, qui n'est pas du temps plein puisque je travaille énormément, elle va me prendre à peu près 2 ans. Donc, je pense pas être naturopathe certifiée avant au moins 2 ans. Et je préfère prendre mon temps, bien étudier,
calmement et puis surtout en fonction de mon emploi du temps actuel, mes capacités actuelles et sans précipitation pour avoir mon diplôme parce que effectivement c'est dans un but professionnel puisque c'est pour toujours plus partager de contenu avec vous, mais comme j'ai dit précédemment, c'est certainement pas pour arrêter mon activité actuelle et ensuite m'établir en tant que naturopathe. C'est juste pour rajouter en fait une corde à mon arc, tout simplement. Alors dans le même domaine, Nature Onade qui me demande bonjour, pourquoi ajouter une formation en naturopathie? Et bien tout simplement parce que je trouve ça très complémentaire. Le bien-être ne se résume pas à l'activité physique ou à la nutrition et qu'il y a énormément d'approches, de moyens, de systèmes que chacun a à disposition puisque la naturopathie est aussi énormément basée sur la prévention, la prise en charge personnelle de sa santé. Donc j'ai très cohérent moi dans ma volonté de donner des outils aux personnes pour qu'elles puissent mieux s'occuper d'elles. Et puis comme je m'oriente de plus en plus vers le bien-être et la santé dans leur globalité, je trouve que la naturopathie est vraiment à l'heure actuelle l'approche qui est la plus cohérente pour venir compléter mes autres domaines de compétences. EC Daydreamer qui me demande quels sont les avantages et inconvénients de travailler à la maison selon toi. Alors moi j'adore parce que je suis ultra casanière, je suis très organisée. Quand j'ai des tâches à faire, je ne les procrastine pas. Donc moi ça me va très bien parce que d'un point de vue professionnel, je fais preuve d'énormément d'autodiscipline. Un peu trop parce que du coup, des fois, j'ai un peu de mal à m'arrêter de travailler. Inconvénient, on voit plus personne. Voilà, c'est d'ailleurs pour ça que je m'étais inscrite à la CrossFit Factory pour avoir des échanges quotidiens autres qu'avec Doody parce que clairement oui, les contacts sont très limités. Moi j'ai pas de temps de travail pour le moment, c'est-à-dire qu'à 17h j'ai pas fini de travailler, je peux pas aller boire un verre avec des potes. Je n'ai plus de contacts comme j'en avais à l'époque où j'étais coach à Health City, époque à laquelle je pense avec énormément de nostalgie parce que clairement ça me manque, mais pour l'instant je n'ai pas le temps. C'est quelque chose qu'il va falloir que j'arrive à développer au fur et à mesure avec le développement de mon entreprise et ma capacité à davantage déléguer et recruter de personnes pour me soutenir dans mon activité parce qu'effectivement au bout d'un moment c'est plus possible. Mais voilà, gros inconvénient donc l'aspect social, gros avantage pour moi. Déjà je rentabilise beaucoup mon temps de travail puisque j'arrive très facilement à me plonger dans mon travail. Je suis hyper productive et j'adore ça parce que j'adore être peinard chez moi. Donc voilà, mais c'est pas fait pour tout le monde, attention, et c'est pour ça qu'il y a des espaces de coworking. D'ailleurs Chloé Bloom, alors pour l'instant je ne sais pas où en est son projet, mais elle a ce projet là et une approche du coworking qui est vraiment géniale et c'est vraiment une solution qui peut être très intéressante pour les personnes qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas bosser chez elles. Chloé Bloom d'ailleurs qui est une formidable entrepreneur, je pense que vous la connaissez tous ici, si ça n'est pas le cas, filez la suivre. Si vous vous intéressez à l'entrepreneuriat, elle est une formidable source d'information et d'inspiration. Et pour finir, question très importante, voilà, qui demande quels sont les pièges à éviter, quels conseils donnerais-tu à celles qui hésitent? Alors les pièges à éviter, c'est de se lancer dans une activité basée sur des rêves. Il faut absolument concrétiser, planifier son projet avant de le démarrer. Il faut anticiper les problèmes. Il y en aura toujours des imprévus, mais plus on anticipe, plus on est préparé, plus on sera solide pour les affronter. Donc vraiment bien préparer son projet, envisager toutes les problématiques qui peuvent se présenter et ensuite, dès le début, chercher à bien s'entourer. Ça c'est très important. Être bien conseillé, bien s'entourer, ne pas se lancer tête baissée dans son projet en ayant un manque de compétences dans certains domaines, notamment la comptabilité ou la stratégie digitale, enfin bref, tous ces domaines qui peuvent aider et être vitaux pour une entreprise, pour la pérennité d'une entreprise, il faut absolument s'en doter au départ, c'est très important. Donc voilà, les pièges à éviter, c'est juste de se lancer tête baissée en basant son projet sur des idéaux, sur un rêve, ça ne marche pas. Et deuxième piège, c'est de se dire que passer la première ou la deuxième année difficile, ça va être beaucoup plus facile. Non, parce que quand on est dans une optique de développement, comme je disais un peu avant, il y a de nouveaux challenges qui se présentent, il y a de nouvelles responsabilités qui viennent s'ajouter, il y a de nouvelles épreuves et c'est tout à fait normal. Donc il faut être prêt à assumer ça en tant que chef d'entreprise. Il faut dès le départ, aussi modeste que soit l'activité, se positionner en tant que chef d'entreprise avec le sens des responsabilités qui va avec. Donc aux personnes qui hésitent, je leur donne le conseil de ne plus hésiter et pour qu'elles n'hésitent plus, il faut vraiment qu'elles se posent la question de savoir pourquoi elles hésitent et si ça vaut le coup ou non de se lancer. Alors oui, il faut prendre des risques. Attention, ça c'est encore autre chose, c'est une question de développement personnel, faut croire en soi,
faut croire en son projet. Donc ça, c'est tout un tas de choses à travailler d'un point de vue personnel pour ne plus avoir d'hésitation de cet ordre-là. Mais hésiter en se demandant si l'activité sera viable, si ça vaut le coup, ça il faut y travailler en fait. Il faut travailler sur la source de l'hésitation. Parce qu'effectivement, si on se lance dans une activité dont on n'est pas sûr qu'elle marche, vaut mieux s'assurer avant que oui ou non elle va marcher pour prendre sa décision. Mais si c'est une hésitation personnelle basée sur un manque de confiance en soi, une peur de prise de risque, là c'est vraiment en termes de développement personnel qu'il va falloir travailler dessus. Voilà, je crois que j'ai fait une vidéo de quasiment 1 heure. Je suis désolée si elle vous a paru longue, mais je pense qu'il était très important que je retrace son parcours dans son ensemble, même si je sais que sur YouTube on aime bien regarder des vidéos qui vont vite, qui sont efficaces. Mais à un moment donné, je fais une vidéo sur mon parcours, j'ai 36 ans, j'ai accompli pas mal de choses, donc il fallait bien que je reprenne les choses dans l'ordre. Et puis je trouvais important aussi de répondre à vos questions parce qu'elles reviennent très souvent. Donc voilà, c'est une bonne occasion de l'avoir fait. J'espère en tout cas que cette vidéo vous apportera des éléments de réponse, peut-être des inspirations ou des pistes de réflexion si vous avez vous aussi le projet de vous mettre à votre compte ou vous n'avez pas encore trouvé votre voie. Voilà, j'espère en tout cas qu'elle vous sera utile. Je vous retrouve la prochaine fois, normalement dans 2 semaines, pour une vidéo très gourmande avec des recettes évidemment. En attendant, prenez soin de vous, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.